Les 19h15 passées, je vous propose de débuter notre 29e séance de conseil municipal de ce mandat. Je vous propose de nommer Sabrina Lansonneur secrétaire de séance. Si personne n'y voit d'objection, on m'indique que les commissions se sont toutes bien passées et vous avez reçu par ailleurs sur vos tablettes et déposé sur table pour les autres une motion de soutien de la ville de Gouesnou à l'UBO qu'on verra à la fin de ce conseil et à la fin de cet ordre du jour. Donc je propose à Sabrina de bien vouloir procéder à l'appel. Oudot Stéphane. Présent. Erlédan Maxime. Présent. Bluban Claudine. Présente. Pénarguéard Denis. Présent. Cloiret Brigitte. Présente. Leroy Jean-François. Présent. Lecomte Joël, procuration Jean-Pierre Combrou. Salah André, procuration Jean-François Leroy. Copin Sylvie, procuration Brigitte Cloiret. Combrou Jean-Pierre. Présent. Maurice Philippe. Présent. Pierre-Loc Rémy. Présent. Lalson Nathalie. Présente. Abivin Sylvie. Présente. Mercier Cyril. Présent. Fagot Solène, procuration Maxime Erlédan. Guilvin Laurent. Présent. Luriec Stéphanie, procuration Claudine Bluban. Bidot Caroline. Présente. Bouraya Mehdi, procuration Caroline Bidot. Pouliquin Jean-Yves. Présent. Caralou Erwan. Il va arriver. Merle Julie, procuration Erwan Caralou. Torres Angelina, procuration Cyril Mercier. Calves Pierre, procuration Denis Pénarguéard. Lansonneur Sabrina présent. Pogam Pierre. Présent. Quéré Michel, procuration à Monsieur le maire. Paya Agnès, procuration à Pierre Pogam. Merci, le quorum est atteint. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la Covid qui revient, mais à celles et ceux qui sont absents pour raison de maladie, on leur souhaite un prompt rétablissement. Avant d'entamer l'ordre du jour, je vous propose de faire un état du mercato municipal, qui a encore un peu de saison, avec l'arrivée de Thomas Even, qui est là, qui peut lever la main. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, il a déjà eu l'occasion de se présenter, et je propose à nos amis de la presse d'organiser une présentation dans les semaines qui viennent. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir ce soir Tiffaine Faure, qui vient d'arriver en tant que chargée de développement culturel, à qui je vais demander de se présenter, puisque Thomas avait pu le faire lors de notre précédent conseil alors qu'il n'était pas en poste. Et là, pour le coup, Tiffaine vient d'arriver de la région bordelaise. Bonsoir. Donc, je suis arrivée depuis le 2 septembre en remplacement de Morgane Bézard, au développement culturel, à la programmation du Centre Henri Queffélec. Et donc, je viens de Gironde, où j'étais précédemment dans une communauté de communes vers Saint-André-de-Cusac, Bourg-sur-Gironde, voilà. Et là-bas, j'ai travaillé sur l'écriture d'une politique culturelle, un projet culturel du territoire qui prenait en compte les différents domaines de la culture, pas simplement le spectacle vivant, il y avait la lecture publique, le patrimoine et autres. Et encore avant, je travaillais pour la ville de Mérignac en tant que chargée de mission spectacle vivant, avec une programmation plutôt orientée espace public et lieux insolites. Et encore auparavant, je travaillais pour la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois en Lot-et-Garonne, donc plutôt milieu rural, pour une saison jeune public. Voilà. Donc je suis venue m'installer dans le Finistère à la fois pour rejoindre mon conjoint, parce qu'on était séparés par plus de 600 km de distance, et aussi parce que j'ai toujours apprécié être née en Normandie, ce territoire. Voilà. Bien, merci. Merci. On te souhaite la bienvenue. Je crois que ça s'est très bien passé depuis plusieurs semaines. On va te libérer. Tu peux assister au conseil municipal si tu le souhaites. Hein. Par contre, on ne paye pas les heures sup, du coup, donc c'est toi qui choisis. Je veux bien, enfin, non pas que ça. Il n'y avait pas de piège, hein, je tiens à préciser, il n'y avait pas de piège. Donc, merci et bonne soirée. Merci. Avant d'entamer l'ordre du jour de notre conseil municipal, je voulais vous faire un propos introductif assez compact sur des sujets d'actualité. Et d'abord, remercier celles et ceux qui ont organisé les élections au mois de juin et juillet. Vous étiez très nombreux à être mobilisés, ça n'a pas été simple. Organiser quasiment 3 tours avec les européennes et les législatives. Donc merci à vous, ainsi qu'aux services municipaux.
passé un été formidable d'un point de vue sportif, avec la médaille d'argent de Valentin Madouas. Nous étions plus de 500 réunis sur la place il y a quelques semaines encore, et on lui souhaite bonne chance. Je ne suis pas sûr qu'il nous regarde. On lui souhaite bonne chance pour les championnats du monde, puisqu'il est qualifié avec l'équipe de France. Je l'ai croisé en début de semaine, il avait plutôt l'air en forme, et avec les Français, il avait envie de faire un coup. Donc, quand Valentin me dit ça, ça veut dire qu'il a une idée derrière la tête. Donc, j'espère qu'il va pouvoir la concrétiser. Nous avons aussi eu une cérémonie très émouvante autour des 80e commémorations du massacre de Penguerek, en présence du préfet. C'est la première fois que le préfet, du moins dans l'histoire récente, venait à Gwenou, et la présence aussi de la consule des États-Unis, Émilie Sintora, qui nous avons échangé sur le projet de monument sur lequel je serai amené à vous communiquer des éléments dans les prochaines semaines. Et que dire de Gwenou Memory? On s'en remet à peine, un succès populaire, vraiment. 12 400 personnes à y venir, et c'est sans compter le chemin de l'escalier, puisque celui-ci était théoriquement bloqué, sauf que pas mal de personnes sont venues du bourg à pied en contournant les barrières. Alors on n'en veut pas, mais du coup ils n'ont pas été comptabilisés dans les 12 400. On a eu une fréquentation de 4 900, parce qu'on comptabilisait, on est dans l'obligation de le faire sur des grands rassemblements, 4 900 le samedi et 7 500 dimanche, donc c'est remarquable. Et on peut dire qu'en matière d'organisation, ça a été particulièrement presque parfait. Il y a eu la météo du vendredi samedi qui nous a tous réveillés et donné quelques sueurs froides. Et puis les deux averses orageuses du samedi qui ont mis à mal le site et notamment le parking, le P1 qui est un peu en pente. Donc on a dû le fermer. On va faire un bilan de Gwenou Memory avant le mois de novembre. Et donc je donnerai les informations définitives lors de notre prochain conseil municipal. Je veux remercier toutes et tous. On a un petit clin d'œil à Jean-Yves. Je lui ai dit que c'était le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Et je persiste et signe, c'est vraiment le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Alors je ne les ai pas tous vus. Mais franchement, merci infiniment à toi et ton équipe. Je crois qu'on peut t'applaudir déjà. J'en ai les poils. On applaudissait d'ailleurs pour celles qui étaient sur site. On applaudissait pensant que c'était terminé. Il y avait un chien qui avait l'air d'apprécier aussi dans le public. Et voilà, non, on en redemande, Jean-Yves. On peut envisager un Gwenou en fait peut-être un peu plus compact. Alors Sylvie Copin est absente, mais elle pourrait vous dire toute notre fierté, parce que la bande dessinée est désormais épuisée. C'est terminé. Première édition épuisée. On a lancé par anticipation une deuxième édition à 2000 exemplaires, sur laquelle nous avons déjà des réservations, à commencer par les réservations de la région, puisque Loïc Chénet-Girard, que j'ai eu au téléphone lors de la dernière session, va prendre 2 exemplaires de cette bande dessinée par lycée public, privé, agricole, maritime. Même chose pour le département de Finistère, puisque Maël de Calan s'est engagé à prendre 2 bandes dessinées par collège public et privé. Même chose. Donc là, on doit tangenter déjà les 400 exemplaires à retirer des 2000. Donc il nous en reste 1600 à vendre. Et gageons, parions, que pour les fêtes de fin d'année, on serait peut-être amené à envisager un nouveau tirage, peut-être, qui sait. J'avais pris l'engagement avec Sylvie de vous en faire toute la lumière, toute la transparence, donc ça veut dire que cette bande dessinée n'a pas coûté 1 € à la collectivité. On a encaissé depuis le lancement 42 300 €. 42 300 €. Le reste va arriver, puisqu'il y a encore un tout petit peu de stock dans les librairies. Donc ces bandes dessinées vont être vendues au fil du temps, et ça va venir complètement couvrir la première édition. Et donc avec la deuxième édition, on a quelques frais liés à l'impression, mais on va continuer, pour le coup, on va gagner de l'argent comme une maison d'édition. Comme Dargaud ou le Lombard, on aura un excédent. Et ça va faire plaisir à l'adjoint aux finances. Alors, on ne va pas réitérer tous les ans un projet de bande dessinée, parce que c'est du boulot. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette période très commémorative. On a eu en marge de Gwenou Memory le plaisir d'accueillir Chad Erickson, l'attaché de l'ambassade des États-Unis,
d'un côté, et puis Brendan Toulan, qui nous venait de Corée du Sud. Vous savez, il représentait l'armée des États-Unis. Franchement, l'armée des États-Unis était représentée à Gwenou Memorial pour saluer leurs frères d'armes. C'était ça l'objet. Et il est venu de Corée avec sa famille. Alors quand le secrétariat général m'a averti que Brendan Toulan venait de Corée, je me suis dit, comme je suis Léonard, ça va me coûter de l'argent. Non, il a été pris en charge par le budget adéquat de la 2e division d'infanterie. Et j'ai échangé avec lui et sa famille. Il aimerait revenir l'année prochaine, je pense, pour l'inauguration du monument, si nous arrivons à aller au bout, et on va aller au bout de ce projet. Et il m'a indiqué, alors on a réussi quand même à parler, hein, même si mon anglais est approximatif et que j'ai un peu l'accent chiracien quand je parle anglais, il m'a indiqué que dès qu'on était prêt, qu'on lui pousse l'information et qu'il allait la diffuser à l'ensemble des militaires basés en Corée, à la frontière, et notamment de la 2e division d'infanterie. Lui commande l'artillerie, il est commandant de 1600 soldats là-bas. Et il s'est engagé à communiquer vraiment très fortement auprès de ces soldats, qui sont de la 2e division d'infanterie, qui a libéré Gwenou et Brest. Il y avait la 8e aussi, mais la 2e qui est aujourd'hui basée en Corée, comme je le disais. Et donc il va diffuser l'information en demandant à chaque soldat américain de participer au financement du monument de Gwenou, en mettant $3, $4, $5. Et comme ils sont 16 000, on espère qu'une partie d'entre eux pourra permettre de répondre à cette souscription internationale. Et puis avec Thomas Evan, on est en train de travailler dans le moment à tout le process administratif et financier d'un côté. On va revoir, puisque je cherche Philippe Nourri, il est là, on va revoir Jean-Philippe Drivillon, le sculpteur qui probablement, on n'a pas signé de contrat encore avec lui, va faire ce monument. On lancera une souscription en France, comme on a l'habitude de le faire, on a déjà entamé ce type de procédure. Et on va essayer de franchir l'Atlantique en s'appuyant probablement sur la Fondation de France, qui a une antenne aux États-Unis et qui permettrait en fait de récupérer les fonds des Américains et donc de nous permettre de financer ce monument. Donc j'aurai l'occasion, c'est encore un peu flottant, encore un peu nébuleux, ne m'en venez pas, parce que c'est quelque chose d'assez innovant, on n'a jamais fait ça, donc on avance. Bilan des travaux d'été. Tendance à dire qu'on n'a pas chômé, du moins Denis, d'ailleurs il n'est toujours pas parti en vacances, puisque nous avons eu la réfection des éclairages du crâne, terrain de foot synthétique, qui avait bien morflé, vous m'excusez un peu trivial avec la tempête Ciaran. Donc du coup on a eu le jeu d'assurance, on a eu un peu de mal, on s'est appuyé sur un expert indépendant qui nous a accompagnés, qui va venir couvrir une partie des frais d'ailleurs entamés par cette tempête, et donc réfection des éclairages, 100% LED désormais, et un cheminement qui préfigure aussi, disons-le, le futur aménagement du parc du Crâne. Donc ça a coûté 198 000 €. Vous voyez, donc c'est les transitions, on est dans de la LED. Aménagement des combles, donc pour la création de nouveaux bureaux, donc les travaux sont quasiment terminés pour 80 000 €. La médiathèque, et vous allez être invité à l'inauguration, puisqu'on a fait du nouveau mobilier en réemploi, en mobilisant une association qui prend en fait du mobilier un peu usagé et qui reconstitue quelque chose d'assez esthétique, hein, assez design. Donc là, pour 40 000 €, on a du mobilier du réemploi et qui a de l'allure et qui va probablement rencontrer un franc succès. On a un modulaire au centre technique municipal, Denis pourrait vous en parler, pour un montant de 75 000 €. Le relamping de l'espace Gourmelon, c'est 25 000 € de relamping, passage en LED. Donc on va voir au fil du temps nos factures d'électricité diminuer. Et enfin, on a le PPMS, vous savez, c'est le protocole sécurité des écoles, notamment là pour le coup l'école du Moulin, puisque le PPMS est neuf à l'école Isabelle Autissier, pour 50 000 €. Et quand on inclut la Maison des Solidarités, donc il y avait plus d'1,5 million € de travaux cet été sur la commune. Du coup, on envisage un taux de réalisation assez élevé, ou voire très élevé pour la fin de l'année, mais on aura l'occasion, en compte administratif, de le voir. Sur la réhabilitation de l'ancienne maison de l'enfance en maison des solidarités, les travaux avancent bon train, si vous me permettez l'expression, pour un montant d'1 million €, comme voté au conseil municipal. Aucune mauvaise surprise, pas de dépassement à ce stade, pas d'avenant. Les travaux ont commencé le 8 juillet et la livraison est toujours fixée au 16 juin. On a pris un petit
délai, un petit gap, pour une ouverture officielle, entre guillemets, donc inauguration, en septembre, dans un an. La rénovation de l'école du Moulin, là aussi les travaux sont partis. On avait d'ailleurs une CAO, donc on est par contre soumis à la confidentialité des débats en CAO tant que les marchés ne sont pas notifiés. On n'a aucune mauvaise surprise à ce stade sur le prix. Voilà, on est à chaque fois en deçà de l'enveloppe prévisionnelle. Donc on devrait être dans nos calculs. C'est quand même un projet de 1 million d'euros juste pour l'enveloppe. Et la cour, qui est considérée dans ce million d'euros pour 200 000 euros. On est toujours dans le tempo, avec la rentrée des classes Jean-François 2025 en ligne de mire pour le bâtiment, et probablement 2025-2026 pour la cour de l'école, parce qu'on attend la fin des travaux du bâtiment pour basculer sur l'aménagement de la nouvelle cour. Et je sais qu'une concertation est prévue avec l'école, avec les équipes enseignantes, avec le personnel municipal, les parents et les enfants, bien entendu. On a un très très gros projet qui est assez complexe quand même sur la rue de la Gare, la place du 19 mars et l'esplanade de la médiathèque. On en a déjà échangé à maintes reprises. Là on avance là aussi bon train avec la métropole sur sa partie de compétence qui est la voirie et la ville sur l'esplanade notamment. Donc on a des rencontres de prévues, notamment moi-même avec le sous-préfet pour échanger du financement de cette opération dans les mois à venir. Je n'ai pas parlé des subventions dans mon propos sur la maison de l'enfance et sur l'école du Moulin, mais vous savez qu'on bénéficie d'importantes subventions, des SIL, des ETR, Fonds Vert, Pacte Finistère, qui nous permettent de couvrir assez largement ces montants. Et là, donc, on a bon espoir de faire la même chose, plutôt sur le dispositif des ETR. Enfin, si l'État n'envoie pas d'ici là ces enveloppes. J'ai cru comprendre que le Fonds Vert, notamment, on allait serrer un peu les vis. Là, ce n'est pas un projet éligible au Fonds Vert, par contre, puisqu'on est sur de la voirie et des aménagements extérieurs. Donc ce projet, il suit son cours, réalisation 2025, probablement durant les mois d'été, pour limiter les nuisances, et une livraison au bout de 3-4 mois. On n'a pas encore la lecture complète, et là, pour le coup, on mènera aussi une concertation. Dès qu'on a des plans martyrs, comme on dit, on présentera d'un côté aux commerçants et de l'autre aux riverains. Sur le parc du Crâne, bien, nous étions en réunion ce matin avec BMA SPL, avec Claudine notamment, sur le volet plutôt prospectif. Et pour le coup, on va avoir un volet opérationnel avec la création d'un barreau d'accès qui va permettre de décharger l'ensemble de la voirie de dessert des lotissements. Un barreau d'accès depuis la route départementale, quasiment en limite communale, pour nous se rendre directement sur le parking Boulodrome et donc la création d'un parking perméable, c'est à préciser, perméable, donc la gestion des eaux pluviales, et probablement des ombrières photovoltaïques aussi, qui viendront agrémenter notre boucle d'autoconsommation, qui viendrait donc voir un troisième élément, agrémenter cette boucle de photovoltaïque, puisqu'on a déjà l'école Isabelle Autissier. On va avoir, dans un second temps, quand les travaux sont livrés, la maison des solidarités. Donc avec ça, on va couvrir à peu près un tiers, autour d'un tiers des besoins des bâtiments communaux en autoconsommation. Et avec les ombrières photovoltaïques du Crâne, je suis incapable de vous donner un chiffre, mais je pense qu'on tangentera les 50%. On avance plutôt vite et bien sur ce volet. Et pour le coup, les aménagements prévus, donc voirie d'accès, végétalisation, stationnement, on est autour d'1 million d'euros aussi. Encore. Dans tout ce que je dis, c'est 1 million. Ticket d'entrée, c'est 1 million. C'est ça que Maxime a de moins en moins de cheveux. Et là aussi, réalisation 2025 et recherche de financement. Sur les projets portés par Brest Métropole et par la maison commune, comme on dit, ou des projets privés, je vais commencer par les portes de Gwenou, Kéruchel, donc le projet dit Barème, du nom du promoteur. On a posé la première pierre le 12 septembre. C'était une première pierre en Lego, pour ceux qui étaient présents. Donc je pense qu'ils vont enlever quand même. Réalisation d'un projet mixte de 19 000 m² en renouvellement urbain. Et quand je lis sur les réseaux sociaux, on bétonne. Ben non, on bétonne pas. On est sur une friche. Vous vous souvenez de ce qu'il y avait à côté là, avant ? Il y a des friches, il y a des maisons qui étaient squattées, des maisons qui avaient brûlé,
Donc il n'y avait aucune logique d'habitat qui continuait d'exister. Là, on crée un projet mixte, 19 000 m² avec 153 chambres étudiantes à vocation sociale. Donc ce sont des jeunes boursiers qui viendront loger à cet endroit-là, en face du tramway. En face du tramway. Et en plus, on voit le quartier qui se reconfigure avec l'arrivée de nouveaux restaurants, de salles de jeu, d'aires de vertical art avec l'escalade. Voilà, donc c'est un quartier qui est en train de monter. Donc résidence sociale, résidence étudiante à caractère social. 142 logements, dont 71 conventionnés. Donc ça veut dire qu'on va répondre en partie à la demande de plus en plus forte de logements privés d'un côté et de logements sociaux de l'autre. C'est colossal. Et 4800 m² de bureaux et un espace de restauration qui est vu sur place. Et quand on fait le total de cela, ça doit représenter, j'ai calculé ça tout à l'heure en préparant le conseil, 35 millions d'euros de travaux. Donc on peut dire, au moment où on parle, donc là il y a eu le terrassement, il y a le gros œuvre, il y aura le second œuvre, il y aura l'aménagement, enfin vous connaissez ça aussi bien que moi, on est sur 35 millions d'euros de travaux. C'est très très important. Et la livraison est prévue en 2026. Nous avons eu aussi le plaisir avec quelques-uns d'aller inaugurer le nouvel hôtel BNP, qui est de bonne gamme, très chouette. On a été très bien reçus en plus, donc tout va bien. La ZAC de Penwatt, eh bien ça suit son cours. Nous avons, contrairement à une idée reçue, on est à peu près, on a dépassé la moitié. Vous vous souvenez que c'était le mandat de Michel Phélep à l'époque, 434 logements avaient été fléchés. Dès les premiers mois de notre mandat, l'opération, notamment la phase 1, a commencé. Et puis depuis, on déroule. À cette heure, 260 logements sont réalisés. Toujours compliqué, mais sont réalisés, donc les travaux sont achevés. Il reste encore 7 lots disponibles sur la phase 2, donc c'est assez peu. On espère que le marché immobilier et les taux d'intérêt diminuant, ça va permettre à ces lots de partir. Et il nous reste donc à mener les phases 3 et 4 pour 174 logements, avec un équilibre plutôt au profit, là pour le coup, de logements à titre privé, un peu moins de logements conventionnés sur ces deux phases. Donc là, BMA qui est en charge de ce dossier, nous a indiqué que le démarrage des travaux de la phase 3 devrait se faire d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Sur l'Îlot-Mairie, eh bien, la nouvelle école est là, elle donne satisfaction, moi j'espère, elle est quand même très belle cette école. L'îlot C, c'est le seul en fait qui n'est pas encore pourvu. Non, l'îlot A, pardon. Vous savez qu'on a inversé un petit peu suite à la défection d'un promoteur. On est sur une nouvelle phase de consultation. On a 3 promoteurs qui ont répondu. On fait partie du jury avec Claudine, donc on sera amené dans les prochaines semaines à choisir l'un des promoteurs pour continuer à discuter avec lui, pour aller vers une phase plus étayée et déposer un permis de construire courant 2025. Par contre, sur l'îlot C, ce qu'on peut vous dire, c'est que le projet réalité suit son cours, le dépôt de permis est imminent, il aurait dû avoir lieu cet été, mais voilà, la période était assez complexe pour réalité, et le démarrage des travaux est envisagé au premier trimestre 2025. Donc ça va venir assez vite, pour à peu près 75 logements. Sur la déconstruction de l'ancienne école, vous avez vu, pour celles et ceux qui font les curieux et celles et ceux qui habitent à côté, la déconstruction est quasiment terminée. J'aimerais aussi juste évoquer avec vous, puisque vous êtes aussi quelque part des diplomates et des ambassadeurs de la ville de Gouesnou, on travaille avec Brest Métropole à la compétence voirie. On a un certain nombre de voiries qui sont aujourd'hui en test pour aller plus loin demain avec des aménagements plus lourds. Le principe du test, c'est de tester. Donc, ça veut dire que ce n'est pas définitif. Quand je vois sur les réseaux sociaux les commentaires, moi je me garde bien de répondre parce qu'après c'est sans fin. Mais un test, c'est un test. Ce qui marche, on va le pérenniser. Ce qui ne fonctionne pas, eh bien on va le refaire, on va retester. C'est comme ça qu'on aménage les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la rue de l'église, avant, on l'a testé. On a testé un sens de circulation pendant X mois
on a vu que c'était concluant, et on est parti sur le parti pris avec la métropole, et bien d'un sens unique montant, du positionnement d'une piste cyclable, d'un élargissement des trottoirs, de la préservation du stationnement sur des enceintes un peu sécurisées, et des trottoirs en béton désactivés. Voilà, on a testé, on a regardé, on a concerté, et on allait sur une phase ensuite de travaux lourds. Sur la rue de l'Église, ça a été un peu plus long, parce que nous avions le chantier de l'école qui nous imposait une mise en sens unique temporaire. Parce qu'on avait des échafaudages, parce qu'il y avait des engins de chantier, donc on a profité de cette phase test qui était plus longue qu'un test normal, puisqu'il y avait des travaux. Et, oui, rue de la Gare, j'ai dit une bêtise. Oui, rue de la Gare, merci. C'est pour voir si tu suis. Et la rue de la Gare, là, elle est toujours en test. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va concerter désormais, à l'appui d'un plan martyr, les riverains, les commerçants, et on va prendre toutes les données et on va faire ça en dur, voilà, en pérenne. Sur la rue Saint-Gouenou, on commence la même chose. On a concerté, on a distribué des flyers dans toutes les boîtes aux lettres, on a vu les commerçants et les riverains. Après, si les personnes ne viennent pas aux réunions, c'est compliqué en fait. Vous voyez, ils sont concertés, on met un truc dans la boîte aux lettres, c'est souvent Denis, et après on a fait des comptes rendus en plus. C'est-à-dire qu'on non seulement on fait une réunion, donc les gens viennent, on discute, et après on fait un compte rendu qu'on remet dans la boîte aux lettres. Donc là, moi je veux rassurer tout le monde, c'est un test, on va regarder pendant plusieurs mois, et probablement, et même certainement, qu'on remettra la rue Saint-Gouenou en double sens le temps des travaux de la rue de la Gare. On va avoir un jeu de vases communicants, et c'est pour ça qu'il nous faut un peu faire preuve de pédagogie, mais j'ai le sentiment que notre méthode est la bonne. Voilà, le test, c'est quelque chose d'important pour vérifier, parce que ce n'est pas une science exacte. Puis après, on va pérenniser. Si vous pouviez vraiment passer cette parole, parce que franchement, là, on reçoit des messages en mairie, des appels, les gens pas contents, des trucs. Ça devient un peu pesant de souffrir de cette agressivité. Ni les élus, ni les services nous souffrir de ça, surtout quand on a bien fait les choses. Donc, la rue Saint-Gouenou est en test. On verra après, on reconcertera. On reverra les gens comme on l'a toujours fait. Et même chose sur la rue de Penguerec. Donc là, alors, on n'a pas fait de réunion publique, c'est vrai. On n'a pas fait de réunion publique. Pour une simple et bonne raison, que si on devait inviter toute la rue, plus toutes les rues perpendiculaires, il fallait louer, j'exagère, mais Pinfeld, quoi, parce qu'il y a, on n'a pas fait le calcul, mais il y a bien 500 habitants, autour de 500 habitants dans cette rue. Par contre, nous avons distribué des informations dans toutes les boîtes aux lettres, avec au dos, et sur le document, une invitation à nous faire remonter. Donc il y a des gens qui jouent le jeu, on reçoit des mails en nous disant à tel endroit le plot est mal positionné, à tel endroit le panneau de l'écluse n'est pas assez visible, à tel endroit on pense que le CD de passage est moins bien que cela. C'est le principe du test. Moi, du coup, pour rentrer chez moi, je passe quasiment par là tous les jours, pour voir, alors que c'est pas le plus court, on dit en carbone, je roule en électrique. Et c'est ça que je veux dire, c'est que vous puissiez pousser cette information, expliquer aux gens que vous voyez, même chose, rue de Penguerec, on est en test pendant X temps, et on va, pour le coup, demander aux riverains de nous dire, puisque ce sont eux qui sont en première loge, voilà ce qu'ils en pensent. Voilà sur les... Et puis alors, on va arriver, je pense, dans les... pas les infos précises, mais sur Créachin Retraite et Kérinawan, même chose, on va mener une période de test sur des aménagements de sécurité routière. Sur le PLU, des éléments importants, on a le lancement de la phase 1, donc entre novembre et décembre, donc avec une concertation, des stands, présents sur des événements, sur les marchés, des temps de permanence. Allez-y, on aura un temps pour les élus, mais allez-y. Allez voir les équipes de la métropole qui vont travailler sur cette révision du PLU, c'est important. Parce que le PLU va être révisé, il va être adopté, théoriquement appliqué à partir de 2027, et vous voyez le temps qu'il faut pour, entre guillemets, réformer un document d'urbanisme, il nous faut quasiment 2 ans et demi à 3 ans. Donc on lance la concertation. Donc chacun peut aller et poser des questions sur l'évolution de l'urbanisme sur la métropole. Donc ça c'est la phase 1. La phase 2, c'est mars à juillet 2025. Donc là, on va avoir des ateliers,
des balades, on va aller sur site, voir concrètement comment ça se passe, des réunions où on viendra confronter ce qui aura pu être relevé, remonté de la première phase de concertation, et même un peu plus. Et la phase 3, donc c'est la restitution à l'automne 2025, où il y aura une restitution publique, probablement commune par commune, pour voir les grandes évolutions de cette révision du PLU. Et donc, arrêt du projet en 2027 et approbation du PLU, j'ai dit une bêtise, peut-être 2028, alors, d'après mes notes. Donc, comme ça bouge un peu, il y a souvent des contrariétés dans l'analyse administrative. Quelques éléments de calendrier avant de passer à l'ordre du jour. Donc, le 4 octobre, donc la semaine prochaine, c'est l'ouverture de la saison culturelle. Venez-y, c'est toujours un beau moment, c'est assez ludique, on rencontre les acteurs culturels, c'est très sympa, donc venez-y. La cérémonie des nouveaux arrivants, le 5 octobre à 9h30, ici, avec une balade en car pour les nouveaux arrivants, alors pas les élus, désolé pour vous, hein, mais voilà, ceux qui veulent peuvent venir, et on fait le tour des équipements avec souvent moi-même au micro. Alors, je ne chante pas de chanson, ça c'est pour le repas des aînés qui suit simplement la chanson. Donc cérémonie des nouveaux arrivants, dimanche 13 octobre, la Leclerc Guenou Métropole, qui est un des plus grands événements sportifs, mais c'est vrai, en termes de mobilisation et de fréquentation, donc c'est le 13 octobre. Le repas des aînés le 19 octobre pour les membres de la commission vie sociale. Le 22 octobre, mais vous recevrez une invitation pour ceux qui ont participé en tant qu'élus bénévoles à Gwenou Memory. Donc on va réunir tous les bénévoles et donc les élus bénévoles qui ont participé à Gwenou Memory. On fera un petit pot de remerciement. Et enfin, on basculera sur un conseil intermédiaire, puisqu'on aura suffisamment de délibérations. Le mercredi 13 novembre, à 19h15, on aura un conseil. Et la semaine qui précède, c'est pas encore fixé à l'agenda, soit le mercredi 6, soit jeudi 7, une commission unique, une commission plénière, présentation de l'ensemble des délibérations. On va faire ça compact, parce qu'on n'aura pas probablement suffisamment d'élus pour toutes les commissions. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ouverture de ce conseil municipal. Avez-vous des questions, des remarques ? Non, on y va. Maxime Hervédan pour la première délibération. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, une délibération dont j'ai conscience qu'elle n'est pas la plus intéressante de ce conseil. Le virement des crédits dans le cadre des enveloppes d'investissement et de fonctionnement. Donc, comme vous le savez, il y a bientôt 2 ans, on a délibéré sur la fongibilité des crédits dans un niveau maximal de 7,5% des dépenses réelles. Ça permet de pouvoir couvrir des dépenses non prévues au budget primitif, sans être obligé de procéder à un vote, ce qui permet d'avoir une agilité budgétaire et donc une réactivité. Cependant, on est tenu de vous présenter les dits mouvements, tant en section d'investissement que de fonctionnement. Alors, au titre des investissements, il y a un mouvement de 10 000 euros qui est opéré au titre des chapitres 204 et 21 pour ajuster l'enveloppe budgétaire 2024 qui était prévue pour la campagne d'embellissement du centre-bourg. Au PPI, il était prévu 25, au budget 15. Donc, effectivement, on vient prendre sur la réserve foncière les 10 000 euros nécessaires pour pouvoir ajuster cette enveloppe. Et quant au fonctionnement, il s'agit encore là de quelque chose de plus abscon, puisque ce sont des titres annulés sur l'exercice antérieur pour un montant de 4 000 euros, donc au titre du compte 673. La chose a été présentée donc, dans la commission des moyens généraux le 17 septembre. Nous avons émis un avis à l'unanimité sur ces mouvements de crédit au titre de ces 2 chapitres. Merci. Avez-vous des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la numéro 2, refacturation des frais engagés pour le compte de tiers. Denis Pénarière.
bonsoir tout le monde. Afin de pouvoir procéder à des travaux d'entretien et de sécurisation pour le camp de tir, ne répondant pas à leurs obligations en faisant preuve de négligence, il est proposé au conseil municipal d'approuver la refacturation des frais engagés pour le camp de tir. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager au nom de la... Non, faut pas bouger les micros. Ah, pardon. Faut juste appuyer sur le bouton. On vous entend assez bien après, c'est juste pour l'enregistrement. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager au nom de la commune les travaux ci-dessus civilisés et de permettre à celle-ci de refacturer ses interventions rendues nécessaires pour les raisons suivantes: sécurité ou salubrité, l'efficience du propriétaire par suite d'une mise en demeure restée sans action, dégradation des biens publics. Exemple de prestations pouvant déclencher cette facturation. Il peut s'agir donc de la taille, d'élagage, tronçonnage et évacuation de végétaux ou matériaux encombrant le domaine public, engendrant un danger pour la sécurité publique et résultant d'un défaut d'entretien du propriétaire suite à mise en demeure. Il peut s'agir également de dégâts divers occasionnés sur le domaine public par un tiers identifié. Dans le cas d'un tiers identifié, la commune engagera les travaux soit en accord avec ce dernier sur la base du devis proposé, soit d'office en cas de péril imminent ou après une mise en demeure préalable restée sans effet. Un courrier suivi d'une mise en demeure en lettre recommandée. Les prestations exécutées par une entreprise sur demande de la commune seront à la charge du tiers. Il est précisé que ces interventions seront mises en œuvre sur autorisation du maire. Ces interventions ne concernent pas les dégâts intervenus lors d'intempéries. Il est proposé qu'en plus de la refacturation des interventions, un forfait correspondant aux frais annexes engagés pourra être facturé au propriétaire pour un montant de 500 €. C'est un forfait. Donc, ceci pour prendre en compte l'aspect chronophage de ce type d'opération, tant pour la police municipale que pour le service des finances de la commune. Cette délibération permettra au service d'émettre un avis de recette auprès du Trésor public pour récupérer les sommes engagées auprès du prestataire retenu pour effectuer les travaux. Dans le dossier en question, c'est celui qui a fait déclencher cette délibération, on peut penser que ce n'est que le premier épisode d'un feuilleton qui risque de durer dans le temps. L'avis de la commission aménagement durable du 16 septembre 2024 a été favorable à l'unanimité, et celle de la commission générale du 17 septembre, également favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? L'unanimité. Merci. On passe au rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Laurent Guilvin. Oui, monsieur le maire, bonsoir à tous et tous. Il nous a demandé dans cette délibération, comme chaque année, de prendre acte sur le rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour 2023, donc l'année 2023. Nous y apprenons notamment qu'au 1er janvier 2023, l'eau avait suivi une augmentation de 4,5%, donc amenant le mètre cube d'eau de 4,98 € à 5,20 € au 1er janvier 2024. Nous y apprenons également qu'il y a une baisse de la consommation de 3,4% par rapport à l'année précédente. Donc, est-ce que le fait d'avoir mis à disposition des récupérateurs d'eau joue dans le système? En tout cas, voilà, il y a une réduction de 3,40%. Le nombre d'abonnés correspond à 2964 foyers pour 6350 habitants sur la commune. Et le prix du branchement domestique a fait l'objet d'une forte augmentation. Donc du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, il passe donc de 1800 € TTC à 3240 € TTC, donc soit 1440 € d'augmentation. Ceci s'explique, comme le dit la directrice de Duponant dans l'article de Ouest France du 22 mars 2024, que sur Basse Métropole, le tarif était sous-évalué et qu'il n'avait pas bougé depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que chaque année, le tarif n'avait pas bougé. Et qu'ils se sont donc alignés sur le prix du marché en faisant appel aux entreprises les moins chères.
Et donc, elle précise qu'elle s'effectuerait donc au prix coûtant et qu'ils ne font aucun bénéfice sur cette somme. Et nous apprenons également donc, que pour le service de l'assainissement, pour le nombre d'abonnés, nous sommes à 2667 pour le même nombre d'habitants. Et là, cette fois-ci, donc, le prix d'un branchement au réseau d'eau usée a lui pris une augmentation de 3 000 €. Et qui équivaut également aussi au fait que donc, par rapport aux travaux qu'ils font sur les réseaux, ils ont subi également donc, le prix des travaux et également l'augmentation du prix de l'énergie. Et donc, comme le dit la directrice, ils sont obligés donc, de répercuter la hausse du prix de l'énergie. Voilà, donc nous devons prendre acte, monsieur le maire, donc, de ce rapport. Merci. Une précision sur l'assainissement. Les nouveaux raccordements, effectivement, ont augmenté. Et l'idée de la métropole et donc de Haut-du-Ponant, c'est de faire en sorte que c'est celui qui demande le raccordement qui paye la facture réelle. Avant, c'était réparti sur chaque abonné. Et comme le prix n'avait pas augmenté depuis longtemps, eh bien, puisqu'on l'avait gelé, et c'était quelque part sur le budget général, là, le raccordement est à payer par celui qui se raccorde, plutôt que de ventiler ça pour chacun des abonnés. C'est un choix qui a été fait, parce que sinon ça a un côté un peu injuste. Et alors sur une ancienne construction, effectivement ça peut faire quelque chose, mais par contre en termes de qualité on gagne. Par contre sur une maison neuve, c'est prévu dans le prix en fait. Voilà. Et y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? On acte. Merci. Alors là, on passe à la délit numéro 4 avec modification d'un panneau. Afin de garantir une reconnaissance appropriée, il est proposé de modifier le panneau de la rue Jean-Cor, situé dans le secteur de Pénoite, et d'y apporter des éléments explicatifs supplémentaires. Jean Cor, né dans le village de Pénoite, est mort lors de la Première Guerre mondiale. Le panneau de rue portant son nom, situé dans le secteur de Pénoite, n'apporte actuellement pas d'éléments explicatifs quant à son identité et à son histoire. De plus, l'existence d'une autre personnalité portant le même nom entraîne une confusion. Afin de garantir une reconnaissance appropriée, il est proposé de modifier le panneau de rue Jean Cor et d'y apporter des éléments explicatifs complémentaires de la manière suivante. Rue Jean Cor, mort pour la France. Donc il est né en 1982 et décédé pendant la Première Guerre mondiale en 1916. Monsieur Jean Cor, avant d'être mobilisé, travaillait également à la ferme Le Brise au Fourneau. Juste pour la petite précision. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification du panneau de rue Jean Cor et l'ajout d'éléments explicatifs supplémentaires, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. Avis de la Commission aménagement durable du 16 septembre 2024, favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à la convention de mise à disposition de servitude Enedis. Claudine Brugand. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de l'installation d'un poste de transformation électrique pour le complexe sportif du Crâne, Enedis occupe un terrain de 20 mètres carrés situé rue du Stade, sur la parcelle AK 97. Pour formaliser cette occupation, une convention de mise à disposition et une convention de servitude ont été établies. Ces présentes conventions visent à définir les droits de mise à disposition et de servitude consentis par la commune de Ouénou et Enedis sur la parcelle donc AK 97. Vous avez donc dans le corps de la délibération listé les différents droits.
Les conventions ne prévoient pas le versement d'indemnités aux propriétaires de la parcelle lors de l'établissement de l'acte notarié. En termes de responsabilité, Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs ou indirects qui résulteraient de son occupation et ou de ses interventions causées par son fait ou par ses installations. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conventions de mise à disposition et de servitude Enedis, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. Donc vous avez joint en annexe de cette délibération les deux conventions et également les plans pour situer l'implantation du transformateur. L'avis de la commission aménagement durable du 16 septembre 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, remarques? Non, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à la délibération suivante. C'est sur la parcelle AR54. Claudine Brubant. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de sa stratégie de gestion patrimoniale, la société Celnex France souhaite acquérir la parcelle cadastrée AR54 d'une superficie de 371 mètres carrés située à Mescadiou, dans la zone artisanale. Cette parcelle qu'elle loue actuellement est utilisée pour l'implantation d'infrastructures de téléphonie mobile. Celnex France a pour objet la gestion et l'exploitation de sites dits points hauts permettant d'offrir des services d'accueil aux opérateurs de communication électronique et ou audiovisuelle avec lesquels elle est liée par des contrats de prestation. Dans le cadre de sa stratégie de rationalisation patrimoniale, Celnex France a entrepris une démarche de rachat des emplacements abritant ces infrastructures. Elle s'est rapprochée de la commune de Gouesnou pour proposer l'acquisition en pleine propriété du foncier actuellement loué à Mescadiou. Il s'agit donc, je le répète, de la parcelle AR54 Et ce rachat est assorti d'une clause de rétrocession en cas de démantèlement des installations, c'est-à-dire que s'il se retire, c'est la commune qui reprend possession du bien. Celnex France, une offre d'achat a été proposée par eux à hauteur de 161 400 €, soit 435,04 € par mètre carré. Donc vous avez en annexe l'avis du domaine en date du 11 septembre 2024 qui évalue la valeur vénale à 410 € hors taxe du mètre carré, soit 152 000 € valeur arrondie. Mais cette valeur est assortie d'une marge d'appréciation de 10%. Le prix de vente négocié de 161 400 € n'appelle donc pas d'observation particulière. Ça rentre dans la marge des 10%. Tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de Celnex France. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle cadastrée AR54 d'une superficie de 371 mètres carrés pour un montant de 161 400 € à la société Celnex France, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte de vente ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente. Donc vous avez en annexe l'avis du domaine, donc du 11 septembre 2024, et la fiche parcellaire de la parcelle cadastrée. Avis de la commission aménagement durable du 16 septembre 2024 favorable à l'unanimité et avis de la commission moyens généraux du 17 septembre 2024 favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur. Merci. On peut dire aussi que ça fait partie de la politique foncière de la collectivité. Juste pour vous dire que la loi rend possible l'installation d'antennes un peu partout. C'est ça qui est très difficile et complexe, y compris en terre agricole.
et les élus locaux sont souvent dépossédés de leurs prérogatives. Donc, vous vous en souvenez, on a eu quelques alertes. Fort heureusement, il n'y a jamais eu de difficultés puisqu'on a eu des bras de fer assez complexes et durs, même avant mon premier mandat, avec certains opérateurs. Nous, on a fait le choix d'être extrêmement vigilants, de travailler au corps, entre guillemets, les installations, les installateurs et les opérateurs. Et on leur a permis en fait de s'installer à Mescadieu. À l'époque, on avait eu un conseil municipal, puisqu'il faut bien entendu avoir des antennes. Là, il y en a une qui a été faite en travail assez étroit. Et aujourd'hui, eh bien, la ville n'a pas besoin de cette assise foncière. Donc on la cède. Et pour le coup, je tiens à préciser que toute modification est soumise au droit de l'urbanisme. Donc voilà. Et ensuite, on est sur une logique, pour le coup, de politique foncière qui nous permet bien de dégager ce patrimoine communal dont on n'a pas un besoin spécifique. Donc ça nous permet d'envisager d'autres choses. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est des négociations qui ont eu lieu il y a quelques temps. On en avait fait état au bureau, vous en avez parlé en commission. Ben voilà, on est satisfait de cette issue puisque ça permet de récupérer 161 000 € au bénéfice du budget communal. Alors que, mais c'est toujours des questions. Bon, déjà, les négociations foncières sont toujours complexes. Et ensuite, la question de la téléphonie mobile, elle est aussi extrêmement ardue et assez complexe, puisque les habitants, à forte raison, hein, dans certains cas, sont sensibles sur ces questions. Mais bon, tout le monde a des téléphones portables. Il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Donc on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Donc, enfin, de mon point de vue, c'est pas du tout un sujet en fait. Hein. C'est ça que je veux dire. Ça ne bouge rien en matière de téléphonie mobile. C'est juste des questions liées au foncier. Nous passons à la numéro 7, Brigitte Clorec, recours à la centrale d'achat. Oui, nous allons parler de commande publique. Donc c'est le recours à la centrale d'achat du numérique et des télécoms dans le cadre de la démarche de mutualisation des achats avec Brest Métropole. Il s'agit ici de poursuivre la démarche de mutualisation des achats à l'échelle métropolitaine. Brest Métropole propose aux communes membres de recourir par son intermédiaire au service de la centrale d'achat du numérique et des télécoms dénommée Canut. Nouvelle opportunité donc s'est faite jour dans le domaine de l'informatique et des télécoms avec la création de cette centrale d'achat, la Canut, ouverte aux collectivités. La Canut est une association 1901 à but non lucratif. Elle vise à mettre à disposition de ses adhérents des marchés publics dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Et pour bénéficier des services de la Canut, une adhésion qui est gratuite et nécessaire. Toutefois, la seule adhésion de Brest Métropole permet à la commune de Gouesnou et aux structures concernées d'en bénéficier, et sans avoir à y adhérer elles-mêmes. Donc, afin de pouvoir profiter des marchés publics conclus par la Canut, la signature d'une convention de mise à disposition spécifique est requise. Seul le coût annuel des marchés est facturé par l'association selon une grille tarifaire détaillée dans le formulaire d'adhésion que vous avez en annexe. Donc, chaque structure concernée sera en charge de l'exécution technique et financière de la part des prestations la concernant, bien sûr. Les coûts annuels d'utilisation des marchés facturés par la Canut seront proratisés en fonction du nombre d'acheteurs concernés. La Canut n'exige pas d'exclusivité lors de l'utilisation de ces marchés et permet de résilier la souscription au marché à tout moment. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le recours à la centrale d'achat du numérique et des télécoms dénommée Canut par l'intermédiaire de Brest Métropole et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents s'y rapportant. Il y a eu, cette délibération a reçu un avis favorable à l'unanimité de la commission d'aménagement durable du 16 septembre 2024 et a reçu un avis également favorable à l'unanimité de la commission moyens généraux du 17 septembre 2024.
Parfait, des questions, des remarques? Non. On est dans le prolongement des logiques de mutualisation au moment d'achat. Donc, on est satisfait de participer non seulement à ces réflexions, mais aussi à ce type d'initiative. S'il n'y a pas de questions, des économies à l'échelle de la métropole. des votes défavorables, des abstentions, qui est favorable, unanimité, merci. On passe à la 8, École Saint-Joseph, convention de mise à disposition d'un terrain à titre onéreux. Jean-François. L'OGEC et l'école Saint-Joseph ont informé la ville de Gouesnou de la décision de la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Finistère d'ouvrir une classe supplémentaire au sein de l'école à la rentrée 2024 pour, d'une part, alléger les effectifs des classes, les effectifs étant globalement stables vis-à-vis de la rentrée 2023. Et afin de pouvoir accueillir temporairement les élèves, donc l'OGEC et l'école Saint-Jo ont sollicité une demande d'installation d'un bâtiment sur la base du terrain situé derrière la poste qui est de propriété communale. Cette partie de la parcelle de terrain cadastrée AD 147 située à Sur-Paul et d'une surface de 377 m² a ainsi été mise à disposition. La mise à disposition est consentie à titre onéreux. Le montant de la redevance est lui fixé à 500 € par mois, prenant en compte les prix du marché. Alors, ce qui est important, c'est outre la délivrance des autorisations ad hoc prévues par le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation, une telle installation sur une parcelle intégrée dans un domaine privé communal nécessite la signature de la convention de mise à disposition conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques et du Code général des collectivités territoriales. Et donc la convention a été jointe à cette délibération. Et là, deux choses importantes, c'est qu'elle est pour une durée d'1 an, renouvelable 1 an. Voilà. Et donc, il est demandé au Conseil d'approuver la convention de mise à disposition d'un terrain à titre onéreux, d'autoriser le maire et de son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. L'avis de la Commission des moyens généraux du 17 septembre 2024 favorable à l'unanimité, ainsi que l'avis de la Commission Solidarité Éducation du 18 septembre 2024 qui était également favorable à l'unanimité. Merci. On peut dire qu'il a fallu réagir très vite sur ce dossier. Alors, pourquoi titre onéreux? Parce qu'on n'a pas le droit de faire de la gratuité déjà, on gère de l'argent public et on ne peut pas être dans du favoritisme, donc à titre onéreux, et on s'est appuyé sur une analyse foncière qui était faite par un notaire. Ça, c'est le premier élément qui nous permet en fait de définir le prix. Et pourquoi 1 an renouvelable 1 an? Parce que cette année et l'année suivante vont permettre à l'école Saint-Joseph de définir les contours d'un projet d'agrandissement pour son établissement. Voilà, ça permet en fait d'avoir un peu de temps pour y travailler. Donc le moment venu, on sera amené probablement à travailler les questions d'urbanisme. Voilà, quelles sont-elles? On ne le sait pas encore. Avez-vous... Juste pour une précision, aujourd'hui, cet espace est vide. Donc on attend d'une part quelques aménagements pour que les élèves puissent y accéder à partir de la cour de l'école Saint-Joseph, et on attend aussi les avis des commissions d'accessibilité et de sécurité. Donc la prévision est que cet espace puisse être utilisé à partir de la rentrée après la Toussaint. Merci. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la suivante avec le Fonds de solidarité pour le logement. C'est une délibération classique de renouvellement. Jean-Pierre Combreau. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. La compétence Fonds de solidarité pour le logement a été transférée du Conseil départemental du Finistère à Brest Métropole en 2017. Une convention d'adhésion au FSL a été signée entre Brest Métropole et ses communes membres pour une durée de 3 ans et a été renouvelée. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2023. Le Fonds de solidarité pour le logement, FSL, acronyme FSL, constitue l'un des outils visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il favorise l'accès ou le maintien dans un logement de personnes défavorisées avec une prise en charge de loyer, des coûts de couverture des coûts d'ouverture de compteurs, de caution, surtout des mesures d'accompagnement social.
Dans le cadre de la précédente convention, la participation financière des communes de Brest Métropole se calculait sur la base suivante: 12% du montant des aides financières allouées aux ménages de la commune durant l'année précédente et 50% du coût des mesures d'accompagnement social liées au logement, la SLL, sur la commune, payées par le fonds durant l'année précédente. À la suite d'une hausse des aides allouées en 2023, le comité des financeurs du FSL a pointé les difficultés budgétaires du fonds et interrogé la pérennité du dispositif. Afin d'y remédier et à la suite d'accords de principe des communes, la nouvelle convention prend en compte une augmentation du pourcentage alloué aux communes au titre des aides financières attribuées sur le territoire. Ce premier critère passe de 12 à 15% et le second critère reste inchangé. Le montant de la participation financière de la commune de Gouesnou passe ainsi de 775,60 € à 969,55 € pour 2024 selon les nouveaux critères. Les contributions sont versées séparément par chaque commune concernée auprès du gestionnaire financier et comptable du FSL. Vous avez tous pu lire en annexe le projet de convention et il est donc proposé au conseil municipal de reconduire la convention d'adhésion du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, et d'autoriser le maire à signer les documents afférents. La commission des moyens généraux du 17 septembre 2024 ainsi que la commission solidarité éducation du 18 septembre 2024 ont émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. Alors, comme les rois mages en Galilée, Voilà. Jean-Pierre Combroux va nous présenter les tréteaux chantants qui accueillent Sheila. Voilà, en chantant. Donc une délibération capitale pour la vie locale. La finale des tréteaux chantants se déroulera le mardi 26 novembre 2024 à l'Arena de Brest. Et pour cette édition, il est proposé au conseil municipal de maintenir le nombre d'entrées réservées par la commune à 90 places ainsi que la tarification à 5 €. Donc pour mémoire, les tréteaux chantants et le concours de chant de Brest Métropole et du Pays de Brest pour les plus de 50 ans. Les sélections se déroulent dans les communes. La sélection gouinousienne aura lieu le jeudi 7 novembre 2024 et je vous invite tous à y participer, c'est très sympathique. Les gagnants s'affrontent lors de la finale qui se déroule à Brest Arena et bien sûr suivi d'un concert, et tu nous as donné l'artiste populaire choisi pour 2024, Sheila. La ville de Brest propose à la vente auprès des communes des places pour cette finale, ces dernières se chargeant de les redistribuer aux habitants. Le coût unitaire de ces places est de 12 €, la commune de Gouesnou les revendant au tarif de 5 €. Pour mémoire, à la suite d'un grand nombre d'invendus il y a quelques années, il a été décidé de diminuer la réservation à 90 places au lieu de 140 pour un budget total de 1 080 € pour la commune. Donc ces places s'arrachent comme des petits pains le jour de la mise en vente. Il y a la queue à la porte du Quai Fellec pour les retirer. Il est donc proposé au conseil municipal de maintenir la tarification unitaire à 5 € et de maintenir la réservation à 90 places. La commission moyens généraux du 17 septembre et la commission solidarité éducation du 18 septembre ont émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce que quelqu'un veut candidater au conseil municipal? Je voudrais désigner un représentant du conseil. Il y a des communes où il n'y a pas assez de candidats et effectivement, des fois, les élus s'y collent. Ça, c'est un appel du pied. Donc, Jean-Pierre, on fait figurer au PV que Jean-Pierre Combroux est candidat au tréteau chantant. Donc
danser que Je des peux pas danseurs. être, je fais partie du jury, donc T'as un conflit d'intérêt. conflit d'intérêt. Au candidat libre. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables, abstention, qui est favorable, unanimité? Merci. Moi, je m'en vais. Oui, Brigitte. Brigitte doit quitter. Doit nous quitter Oui. provisoirement, simplement pour des raisons liées aux fonctions qu'a l'époux de Brigitte au sein de l'association. Comme on veut bien faire les choses et qu'on est dans de la déontologie, eh bien indirectement, mais quand même, Brigitte doit nous quitter pour quelques instants. Jean-François Leroy pour la présentation de cette délibération. Donc c'est une demande de subvention d'équipement informatique pour l'association Aide aux Devoirs. Donc l'association Aide aux Devoirs sollicite une subvention d'un montant de 300 € pour l'installation d'un dispositif 4G lui permettant l'usage d'Internet dans le cadre de ses missions. Alors pour rappeler, cette association a pour objet d'accompagner la scolarité des élèves de l'élémentaire aux études supérieures sous forme d'ateliers. Il se déroule au foyer Jean Monnet, qui ne permet pas à ce jour un usage d'Internet simple. Aujourd'hui, il est connecté à travers la fibre sur un réseau privé qui rend la connectivité complexe. Et donc l'association disposera prochainement de matériel informatique via un don. Et pour les utiliser et mener à bien la mission, elle souhaite pouvoir s'équiper d'un dispositif 4G, ce qui lui permettra de pouvoir, à travers la 4G, proposer une connexion Wi-Fi vers les PC. Donc il est proposé au conseil municipal d'octroyer dans le cadre de la promotion de la vie associative une subvention d'un montant de 300 € à l'association Aide aux Devoirs. Ces 300, c'est le modem plus un abonnement d'une année à un opérateur téléphonique mobile. Donc l'avis de la commission moyens généraux du 17 septembre 2024 favorable à l'unanimité et l'avis de la commission solidarité éducation du 18 septembre 2024 également favorable à l'unanimité. Donc, je tiens à préciser que Brigitte n'a pas pris part ni au débat ni au vote et a quitté la salle. Et on peut saluer le travail de cette association au quotidien. Et cette association, alors qu'elle pourrait être éligible aux subventions municipales, n'en fait volontairement jamais la demande, estimant qu'elle a suffisamment par ses propres ressources. Donc c'est pour ça qu'exceptionnellement, et aussi pour les remercier du travail formidable qu'ils font, qu'on délibère ce soir. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité? On peut faire rentrer Brigitte. C'est bon? Parfait. Alors nous passons à la numéro 12, convention plateforme, la CTG dans ma poche. Jean-François Leroy. Donc la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, a créé une plateforme, la CTG dans ma poche, permettant la gestion des conventions territoriales globales, la CTG, et du schéma départemental des services aux familles, SDSF, à l'échelon local, entre la CAF et ses partenaires. Cette plateforme est accessible aux CAF et aux partenaires signataires des CTG et du SDSF habilité via une convention. Alors, je ne vais pas vous lire toute la partie de la délib, je vais juste rappeler que en fait, cette plateforme, elle permet la gestion donc des CTG, des partenaires et qui sont habilités et qui sont signataires des CTG et des SDSF. Donc, pour la commune de Gouesnou, nous aurons accès à deux comptes qui pourront éventuellement évoluer en fonction de l'usage. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire et de signer la convention plateforme, la CTG dans ma poche, en partenariat avec la CAF, qui a pour objectif, cette plateforme, de simplifier les échanges. Donc l'avis de la commission moyens généraux du 17 septembre 2024 favorable à l'unanimité et l'avis de la commission solidarité et éducation du 18 septembre 2024 également favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci.
Je vous présente la délibération suivante, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est bien cela. Pour la simple et bonne raison que j'en ai la paternité avec Yvan Moulec, le maire de Plouhinec. Nous avons pris connaissance, comme vous, des graves difficultés financières qu'avait le réseau Diwan. Et après échange avec Yvan Moulec, on a évoqué l'opportunité de présenter à nos conseils municipaux eh bien, cette initiative d'élaborer et de proposer une subvention exceptionnelle de 10 centimes par habitant pour venir faire combler et faire face aux difficultés du réseau Diwan en Bretagne et sur la Bretagne historique, puisqu'ils ont un déficit estimé en fin d'année supérieur à 500 000 euros. Donc soit on les accompagne maintenant, soit le réseau Diwan risque de disparaître. Et comme vous, je considère qu'il y a un choix fort, c'est celui des familles. On fait le choix de la scolarisation des enfants dans notre pays. On peut les inscrire dans le public, dans le privé, et on peut les mettre au bilinguisme à Diwan et dans d'autres territoires, en Corse, en Occitanie, au Pays Basque, il y a des initiatives de cette nature. Si on ne prend pas garde, si on ne soutient pas suffisamment en fait, ces réseaux d'enseignement, et surtout, le réseau Diwan n'a pas la même considération que les autres réseaux aujourd'hui en France par l'État. Il faudrait faire évoluer le statut juridique. Donc, en votant cette subvention, on fait deux choses. C'est modeste, vous voyez qu'on arrive un arrondi à 650 €, mais on demande aussi à l'État de doter Diwan d'un vrai statut juridique, parce que la situation n'est pas durable. Et là, on n'est pas peu fiers, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on a connaissance avec Yvan, et vous l'avez vu dans le journal, Maëlle de Calan et le département du Finistère, je le dis pour nos amis de la presse, c'est hyper important ce qui s'est passé. On a, entre guillemets, été entendus. Vous l'avez vu, on avait préparé une tribune, en fait, tous les deux. Et le 29 a répondu présent, 50 000 € avec Maëlle de Calan. Le 56, donc avec David Lapartien, même chose, 50 000 €. Vannes avec David Robot a répondu aussi très rapidement, 5 500 €. Fabrice Loher à Lorient, 5 785 €. Gwenou, 650 €. Et Yvan Moulec, je ne sais plus, puisque j'allais faire une blague de bigoudin, mais non, on ne va pas faire de blague de bigoudin là-dessus. Ils ont délibéré à hauteur de 450-500 €. Je me tourne vers Emmanuel qui a 400 €, en fonction du nombre d'habitants. Alors, on n'a pas connaissance de toutes les communes qui vont le faire, mais on est en bonne voie. En une dizaine de jours, il y a déjà des engagements à hauteur de 112 000 €. Et d'autres communes vont arriver, c'est sûr. D'autres communes vont arriver. Et moi, j'appelle, et je le dis fermement, si vous avez des amis élus dans d'autres communes, essayez de les convaincre. Essayez de les convaincre. L'effort est infime. On parle de 10 centimes d'euros par habitant. Nous-mêmes, sur la commune, nous avons des enfants, on délibère chaque année, nous avons des enfants gwenousiens scolarisés dans les écoles Diwan. Et il y a des maires qui ne jouent pas le jeu aujourd'hui, qui ne versent pas le forfait scolaire aux écoles Diwan. Et Plougastel, parce qu'ils sont... Je pense que Plougastel va suivre. Bien Ce sûr. que j'ai dit, je ne sais pas. Voilà ce dont j'ai connaissance. Les autres communes vont peut-être le faire, ce que je disais. Mais voilà ce dont j'ai connaissance. Je n'ai pas connaissance des autres qui n'ont pas encore délibéré. Mais oui, je pense que Plougastel, connaissant Dominique Cap, va se mobiliser. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que les difficultés viennent aussi du fait que certaines communes ne versent pas le forfait scolaire. Nous, on verse le forfait scolaire systématiquement à Diwan. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'école Diwan sur la commune. Et ça ne vient en rien fragiliser la filière bilingue de l'école Isabelle Autissier. On doit, quand on est élu, on doit accompagner le choix libre des familles. C'est important. On peut se poser des questions quand on a une école de cette nature sur son propre territoire. Vous voyez ? C'est ce qui est le cas ici à Gwenou, c'est-à-dire qu'on a une école publique, on a une école privée. Si les enfants s'inscrivent ailleurs, on a un accord à l'échelle de la métropole où on laisse le libre choix des familles d'inscrire leurs enfants dans le réseau public sans avoir d'échange de forfait scolaire. C'est un choix qui a été fait il y a bien longtemps. Par contre, quand il y a un choix des familles qui amène plus loin, alors qu'on a entre guillemets le même service sur notre propre commune, bien là, pour le coup, on n'accompagne pas. Parce que, voilà, on a cette faculté à accueillir sur notre propre territoire. Et là, pour le coup, on viendrait fragiliser notre propre territoire. Vous avez un peu saisi mon raisonnement. Mais là,
Nous, et Brigitte peut en témoigner, on soutient activement la filière bilingue, on est là. Je ne sais pas s'ils nous regardent, on est là. S'il y a besoin d'accompagnement complémentaire, on est toujours là. Même chose, on a, il y a quelques années, avant la crise sanitaire, densifié et on a accompagné la dotation d'un fonds documentaire en langue bretonne. Donc on a un budget chaque année qui est mis à la médiathèque. On a adhéré à l'association Brest 5 sur 5 qui milite pour la réunification de la Bretagne à 5 départements. Et enfin, Brigitte vous a déjà présenté les engagements que nous avons sur la charte Yadar-Brezonec et notre volonté d'aller un peu plus loin. On est bloqué aujourd'hui sur les effectifs de la filière bilingue. Il nous en faudrait plus passer à un niveau supérieur, mais enfin, toujours est-il que nos actions, on continue à les déployer. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le réseau Diwan, on connaît tous quelqu'un qui a travaillé dans le réseau Diwan, mes enfants n'y sont pas, mais vous avez probablement certains d'entre vous, c'est encore une fois le choix des familles. Et donc, en faisant ça, on cherche à préserver la langue bretonne, l'apprentissage en langue bretonne, et surtout, on privilégie le choix libre des familles. S'il n'y a pas d'autres questions, et je tiens à préciser aussi qu'Yvan Moulec et moi-même, on est tous les deux dans le même groupe à la région. On se connaît depuis des années, et c'est pour ça que cette sensibilité autour du breton, dès qu'on a lu l'article, on n'a même pas eu besoin de réfléchir trop longtemps, et je savais par définition que ce conseil municipal allait répondre favorablement, puisque vous êtes tous très attachés à la langue bretonne. Voilà. S'il n'y a pas de remarques ni de questions, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci. Nous avançons dans l'ordre du jour. Je vous propose, avant d'aller au LEL 21-22, d'étudier la motion. La motion proposée par l'AMF 29 et donc 2004, puisqu'il en est le président, une motion de soutien à l'égard de l'Université Bretagne occidentale. Je la présente parce qu'on l'a eu assez récemment et que ça concerne aussi l'engagement de notre conseil à l'égard de l'UBO. On a tendance, et trop tendance dans notre pays, à venir regarder le Finistère avec un œil en coin. On le voit sur un certain nombre d'accompagnements, on l'a encore vu récemment dans le cadre du CPER, où la Bretagne, le Finistère, sont toujours un peu moins bien dotés sur toutes les politiques structurantes de l'État, un peu moins bien dotés que d'autres territoires. Et là, sur l'UBO, eh bien, chaque étudiant est moins pourvu de fonds d'État, quand on fait un ratio, qu'ailleurs en France. Et Pascal Olivard, le président de l'UBO, on lui connaît cette niaque pour aller défendre le territoire finistérien et donc son université, il a donné quelques articles, je lis la presse il y a quelques jours. Il y a une baisse de dotation de l'État pour l'UBO de 20%. De 20%. Soit un manque de 44 millions d'euros, avec pour conséquence que 4200 étudiants ne sont pas financés par l'État en 2022 et 2023. Si on fait le ratio, si on passe d'un ratio à un autre, eh bien c'est comme si l'État ne finançait plus 4200 étudiants de l'UBO aujourd'hui, à l'heure où on parle. Et donc, l'idée qui est évoquée par l'association des maires, puisque c'est l'association des maires qui présente ça, et c'est pour ça que c'est le maire de Gouesnou qui la présente aussi ici, comme tous les maires vont la présenter ailleurs dans notre conseil, eh bien c'est qu'on pousse, et qu'idéalement, nous pensons que si les plus de 270 maires du département du Finistère, voire même un peu au-delà, parce que ça irrigue aussi dans les Côtes d'Armor, le Morbihan, et même bien au-delà sur certaines filières d'excellence, notamment sur tout ce qui est océano, la mer et tout ça, eh bien, je pense que s'il y a un appel de fonds des conseils municipaux, relayé probablement par le préfet du Finistère, et on a peut-être la faculté à faire bouger les choses ensemble. Et c'est pour ça que je vous demande de voter à l'unanimité, si vous me le permettez, cette motion de soutien à l'UBO, parce que là aussi, on ne peut pas accepter que notre territoire se laisse déclasser au fur et à mesure. On ne demande pas grand-chose. Et pour connaître un peu Pascal Olivard, il ne demande pas un traitement de faveur. Il demande juste de l'équité territoriale. Et c'est de ça dont on parle. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je vous propose de voter. Il y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Adopté à l'unanimité. Merci. L'équité, c'est vraiment
C'est vraiment ça. L21, 22, on a quasiment épuisé l'heure du jour, et c'est la dernière délibération. J'ai pas envie de vous quitter, c'est pour ça que je vous fais traîner un peu les choses. Vous pourrez peut-être chanter une chanson de Sheila d'ailleurs, Jean-Pierre, en conclusion de notre conseil. Je vais pas vous faire lecture, mais juste vous montrer. Là, vous avez quand même, depuis, on va dire, le printemps, c'est un peu comme les catalogues de la Redoute, c'est printemps-été 2024, vous voyez tout ce que j'ai engagé au titre de l'article L21-22, c'est-à-dire dans les prérogatives que vous m'avez données lors des conseils municipaux d'installation. Juste 2-3 choses. La création de la voie d'entretien pour les mâts d'éclairage de nid, Dédé n'est pas là, mais pour 88 000 €. Nous avons aussi le renforcement de la vidéo Kerguer-Radec pour 39 000 €. BAVA, c'est des barrières qui nous permettent de sécuriser les sites quand on organise des événements. Donc ça a servi notamment à Gouinou en fait, et plus récemment à Gouinou Memory, des BAVA. Vous savez, c'est pour éviter que des véhicules foncent sur la foule. C'est vraiment important. C'est quand même mieux aussi que des barrières. Voilà. Alors, bon, important quand, à l'orée de manifestations comme on a pu organiser récemment, d'avoir ce matériel, donc pour 16 000 €. PPMS de l'école du Moulin, Jean-François, pour quasiment 52 000 € quand même. Vous voyez, d'installation électrique et sécurisation anti-intrusion à l'école, anti-incendie, tout ça, c'est 52 000 € quasiment. Mino-paysage pour le cimetière, 45 000 €. Je voulais qu'on fasse le point aussi. Tout à l'heure, j'ai demandé ça au service sur le cimetière du Bourg, Denis, si tu veux bien. Puisqu'on faut qu'on avance aussi sur le cimetière du Bourg. La refonte de l'éclairage de Gourmelon, donc là, on a un delta de 24 000 €. Les mâts d'éclairage au crâne, encore, en plus de prestations complémentaires. Vous voyez qu'on n'a pas chômé ces dernières semaines. Avez-vous des questions sur ce L21-22 ? Il y a plein d'autres choses. Il y a le central ozonné, il y a un sèche-linge, il y a un frigo pour les écoles. C'est bon ? On lève le camp. Et donc on retient que Jean-Pierre Combreau est candidat au traitement.